Bonjour à toutes et à tous. Voilà, très heureux, nous sommes toujours très heureux de lancer un débat d'idées de ce type d'échange. Je salue la présence de Monsieur Saber Mansouri, qui est écrivain, qui est essayiste, et puis bien sûr de la présence de Monsieur Bakar Rerib. J'essaye de le prononcer correctement, ce qui n'est pas facile pour moi parce que je ne suis pas arabophone. Puis bien sûr, vous toutes et tous. Cher Saber Mansouri, l'Institut français de Tunisie se réjouit de vous accueillir pour la deuxième fois, on va dire après la belle rencontre avec Leïla Slimani en novembre dernier au village de la francophonie, autour de la langue française. Je rappelle le thème, le français, un monde en relation et en partage. Vous êtes en Tunisie dans le cadre de la 7e édition du prix Goncourt Choix de la Tunisie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour assurer la présidence de cette édition, cher Saber. Alors, ce soir, il sera question de votre dernier ouvrage, un essai, donc, Un printemps sans le peuple, deux points, une histoire arabe usurpée, paru aux éditions Passé Composé et sorti en 2022, l'année dernière. Et dès demain, nous vous emmenons dans une folle aventure. Vous partez accompagné de nos équipes, Sarah Robal, pour ne pas la nommer, mais également avec Sermo Joe qui va essayer de recueillir des images et des souvenirs de cette tournée à la rencontre des élèves de Monastir, de Mahdia, Kerouan, Testour, Bizerte. Et puis, alors, c'est pas marqué sur la feuille, mais je crois qu'il y a aussi Nefza. Ah non, on n'y va plus. Mais vous allez à Nefza, non? Ah, vous allez tout seul. Ah, moi, je croyais que vous alliez à un collège à Nefza. Il n'y a pas de collège à Nefza. Bon, tant pis. Donc, bonne tournée d'avance. Parce que, là, pourquoi je parle de Nefza? Parce que, effectivement, cher Mansour, vous êtes né en 1971 à Nefza, en Tunisie, c'est le gouvernorat de Béja. Vous êtes historien, disciple de Pierre Vidal-Naquet, helléniste et arabisant. Auteur de 5 essais et 3 romans, vous avez fondé la collection Maktaba Bibliothèque chez Fayard, destinée à faire connaître des textes inédits de la culture arabo-musulmane. Votre écriture allie poésie et allégorie pour raconter la condition humaine. Dans ce dernier essai, vous donnez à voir l'œuvre politique tunisienne et arabe contemporaine. Après avoir vécu longtemps sous l'autoritarisme contre le peuple, les Tunisiens découvrent la démocratie sans les citoyens, dites-vous. Débat passionnant s'il en est. Alors, je tiens à rappeler la volonté de l'Institut français de Tunisie à partager, faire circuler davantage la création littéraire contemporaine francophone, dont vous êtes un digne représentant, cher Saber. Hier, d'ailleurs, nous avons ouvert le cycle de débat autour de la thématique plus point d'interrogation. C'est la thématique de la nuit des idées qui se tiendra en mai ici, mais qui peut être précédée ou suivie d'un certain nombre de réflexions, plus point d'interrogation. Ça a l'avantage d'être court et en même temps d'ouvrir plein de possibilités. Nous allons essayer de le traiter en disant plus point d'interrogation, mieux point d'exclamation. Et hier, on travaillait sur plus d'exploitation de la nature, plus d'exploitation de l'énergie, et on travaillait sur les incendies qui ont couvert notamment qui touchent la Tunisie. Je remercie la librairie Al-Kitab, qui est partenaire de longue date pour sa présence. Et nous nous donnons rendez-vous en mars prochain pour la cérémonie du prix concours Choix de la Tunisie. Juste petit rappel, c'est 300 lycéens, collégiens, lycéens, qui vont lire les 4 finalistes du prix concours en France et ils vont élire leurs finalistes. Et donc, à ce moment-là, on aura le gagnant. Voilà, une belle rencontre, une excellente soirée à toutes et à tous. Je laisse maintenant la parole à M. Bakar Rerib, qui vient de publier par ailleurs un ouvrage sur Antonio Gramsci, merci, Écrire pour résister aux éditions Nirvana. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bonsoir à tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le livre de Saber Mansouri et de débattre avec lui. Un printemps sans le peuple, une histoire arabe usurpée.
janvier 2011, novembre 1911. Et je dois dire que j'ai trouvé le titre alléchant et intriguant. Un printemps sous le peuple, j'ai un peu compris. Une histoire arabe usurpée, comment, pourquoi, et surtout ce janvier 2011, novembre 1911, ça fait référence à quoi et pourquoi ce siècle et qu'est-ce qu'il y a eu novembre 1911. Donc, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre essai et bon, j'ai compris que le lien entre une histoire arabe usurpée, finalement, c'est l'absentisation du peuple quelque part. Mais bon, arabe. Pourquoi arabe? Parce que finalement, vous parlez essentiellement de la Tunisie. Et puis le 2011-1911, finalement, euh, quand on lit les premières pages, vous dites, je veux partir du temps présent pour raconter le passé. Et donc, ça s'explique un peu. Mais d'ailleurs, on le voit dans la construction du livre. Hein. Il y a 8 chapitres. Les 4 premiers chapitres, c'est les 10 années postérieures à la Révolution. Donc le chapitre sur l'ANC, qui a posé la question qui sommes-nous, et ça vous révolte quelque part parce qu'on a perdu du temps à se battre sur la question identitaire. Le deuxième chapitre, c'est sur la période de la Troïka, et vous êtes très dur également par rapport à cette période-là. Le troisième, que j'appellerai celui du Tawafuq, vous l'avez intitulé Gouverner avec ses ennemis. Et le quatrième chapitre, c'est le spectacle désolant de la démocratie tunisienne, et je suis d'accord avec votre lecture. Donc, de 2014, j'imagine, jusqu'à 2019. Et puis, vous faites un retour à l'histoire. Donc, le chapitre 5, c'est la Tunisie à partir du 19e siècle et la Tunisie et ses dettes. Puis, il y a un chapitre sur Bourguiba, un 7e chapitre sur Ben Ali. Puis, on retourne au présent, donc, avec Kais Saïd, et le chapitre s'intitule Gouverner par le peuple. Et je pense que vous avez un préjugé favorable par rapport, en tout cas, aux autres présidents de la Tunisie, déjà dans le titre du chapitre. Donc voilà, moi je pense qu'il y a dans cet essai une volonté de réécrire l'histoire et de défaire les mythologies. Je vais vous poser les questions. Hein. Les mythologies, j'en ai vu deux. Celle d'une élite tunisienne progressiste et réformiste depuis Ahmed Bey, etc. Donc vous voulez réécrire un peu cette histoire et surtout la mythologie de Bourguiba, le moderne, le laïc, le grand leader, etc. Toutefois, en refermant le livre, j'ai deux questions de vous. D'abord, le genre du livre, parce que, bon, c'est un essai, c'est clair, mais il y a beaucoup le jeu dans ce livre. Vous parlez beaucoup de vous, et dès le début. Et vous parlez de l'histoire de la Tunisie, mais il y a aussi Sabel Mansouri qui parle de sa mère, du foulard qu'elle porte, de ses couleurs, de son père, de ses études, de ses pays d'adoption. Vous dites, je suis grec d'adoption et franco-tunisien. Et bon, vous nous dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Mais à la page 168, vous dites, je n'écris pas une égo-histoire, hein, centrée sur moi-même et mon parcours intellectuel. Donc, voilà, le genre de livre. Oui, enfin, c'est un bonsoir d'abord à toutes, bonsoir à tous. Merci comme khir. Et je suis content d'être ici parce que pour moi, c'est une première tunisienne autour du livre. En fait, je ne parle pas de moi, je parle du peuple que je connais bien. Je pense que je connais ce peuple mieux que Platon. On y reviendra, on reviendra plus tard. Et au fond, le livre, il est sorti en 2022. C'est sur le printemps arabe, entre guillemets, mais j'ai pris le temps de l'écrire. Parce que j'estime qu'on ne peut pas écrire dans l'urgence, j'estime qu'on ne peut pas écrire sous le poids de l'actualité, parce que pour moi, l'actualité n'est pas un événement, n'est pas l'événement. Et c'est aussi un travail sur les mots.
En fait, c'est une histoire arabe par les faits et les mots. M-O-T-S. Donc, c'est une histoire à hauteur d'humanité. Et c'est vrai que je pars du temps présent et je reviens jusqu'au 19e siècle avec le choc colonial, le triomphe du capitalisme et la fin de la piraterie et l'avènement, bien évidemment, d'un monde rythmé par un commerce international, légal et partagé, donc d'une manière formelle. Pourquoi je pars du présent et je revisite le passé? Parce que je suis historien, je sais ce que c'est l'histoire, et je pense que le présent trouve toute son essence dans le passé. Autrement dit, on ne peut pas comprendre l'avènement de Kais Saïd. Entre parenthèses, je n'ai aucun jugement positif à son égard. Je dis tout simplement que le président actuel parle en attendant de gouverner. Il parle en attendant d'être renversé. Parce que, fondamentalement, on ne peut pas gouverner contre tout le monde. Le président actuel, il est le fruit de cette transition démocratique, entre guillemets. Donc, il a été élu pratiquement avec un score plus de 70%. Je pense que la majorité des Tunisiens ont voté pour lui. Je pense même que les électeurs de Marne ont voté pour lui. Donc, voilà un président qui est arrivé au pouvoir suprême par la grâce de ce moment révolutionnaire, c'est-à-dire de cette transition démocratique post-2011. Et aujourd'hui, il se trouve au fond dans une impasse. Cette impasse, c'est gouverner contre tout le monde. On ne peut pas gouverner contre tout le monde. On gouverne avec. Et toutes les expériences révolutionnaires dans l'histoire, que ce soit, je prends l'exemple de la France, par exemple, le passage de la 4e et la 5e République, à un moment donné, on a gouverné avec. Donc, on n'a pas coupé toutes les têtes, parce qu'on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas couper toutes les têtes. On ne peut pas bâtir un système politique en jugeant tout le monde. On commence avec. On gouverne avec. Donc, non, je n'ai pas de. Je ne juge pas favorablement l'actuel président, qui d'ailleurs passe ce jour-là à dire le peuple veut. Le peuple veut quoi? Le peuple veut que tu gouvernes. Le peuple veut que tu passes à l'action. Parce qu'au fond, ce peuple, on a l'impression que c'est un ballon de foot. Les régimes politiques changent. D'ailleurs, les philosophes changent, se succèdent, se copient, se plagient, mais le peuple reste le même. Que ce soit dans un contexte de démocratie, d'oligarchie, de tyrannie ou d'aristocratie ou de royauté. Et donc, ce retour au passé me permet d'écrire que sans la décennie qui a précédé l'avènement de Kais Saïd de pouvoir, on ne peut pas comprendre. Sans le moment Ben Ali, on ne peut pas comprendre justement cette décennie. Même le moment Ben Ali, on ne peut pas le comprendre sans le moment Bourguiba, parce que c'est à un moment donné, c'est Bourguiba quand même qui fait appel à lui, qui le poffe, parce qu'il était à un moment donné attaché militaire à l'ambassade en Pologne, je crois. Et on ne peut pas comprendre le moment Bourguiba, bien évidemment, sans comprendre je dirais même, à un moment donné, je parle du discours de Pierre Mendès France pendant l'autonomie interne. Et on ne peut pas comprendre ce moment sans comprendre la question algérienne, parce que c'est quand même une histoire liée. Et qu'on ne peut pas comprendre en ce moment-là cette autonomie interne sans comprendre le moment de la résistance, qu'on ne peut pas comprendre ce moment-là sans comprendre le protectorat, et qu'on ne peut pas comprendre le protectorat sans comprendre aussi l'histoire française, c'est-à-dire la débâcle, la perte de l'Alsace en 1800, l'Alsace et la Moselle en 1870,
Ensuite, le soulèvement dans l'Est algérien, et qu'à un moment donné, on s'était rendu compte que la belle acquisition algérienne échappait encore à la France. D'ailleurs, j'utilise volontairement l'expression de Jules Ferry à l'Assemblée nationale. Donc, voilà, c'est une histoire commune, mais c'est aussi une histoire arabe, parce que la question fondamentale, si on revient au-delà de Qais Saïd, en fait, je pense que ça le dépasse tout ça. La question fondamentale, c'est un constat aussi, qui est d'une certaine tristesse intellectuelle aussi et politique. Voilà un monde qui aurait fait une révolution sans l'avoir nommé dans sa propre langue. C'est ça qui voilà. Et donc, le travail, si vous voulez, le travail sur les mots, c'est important. Pour moi, c'est pas les catégories essai, pas essai. C'est ça qui est important. C'est une histoire par les faits et les mots. Les mots sont importants parce qu'un mot, il élève, un mot, il détruit, anéantit, un mot porte, accompagne. Et puis, moi, je n'estime pas les mots qui visent à côté. Et sincèrement, fondamentalement, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est cette année noire de 2019. Mois de mars 2019, 12 à 15 bébés, là, les chiffres définitifs, c'était 15 bébés, meurent 15 bébés, 15 nourrissons meurent à l'hôpital de Rabta, à la maternité Wassila Bourguiba. Avril de la même année, 12 travailleuses agricoles meurent dans un accident de voiture. Pour moi, tout est plié. Tout est plié dans le sens où je repense à cette phrase merveilleuse de Paul Valéry lors d'une de ses leçons au Collège de France. L'homme est une aventure. Donc, pour les bébés, naître pour mourir, sans avoir connu ce temps qui permet de grandir, de prononcer le premier mot, maman ou papa, mourir dans l'indifférence et au fond, dans la haine de la vie. Et puis, pour les travailleuses agricoles, vivre pour gouverner la survie, la chienne du monde, et mourir dans l'indignité. Donc, voilà pourquoi cette révolution, si vous voulez, cette démocratie, cette révolution est advenue, entre guillemets, cette démocratie fonctionne sans le peuple, voire contre lui. Merci. Justement, je vais rebondir sur plusieurs choses que vous avez dites. Finalement, je vais vous poser des questions autour de 4 thématiques. Hein. La révolution, le peuple, l'histoire, parce que vous faites des réflexions sur l'histoire et sur le métier d'historien, et finalement sur Bourguiba. Hein. Je commence par la révolution. Dès 2012-2013, il y a eu beaucoup de titres sur la révolution trahie, la révolution confisquée. La Banque mondiale a parlé de révolution inachevée, mais en vous lisant, j'ai l'impression que vous pensez qu'il n'y a pas eu de révolution. Hein. Et parce que pour vous, une révolution, je vous cite, hein, doit mettre fin à l'injustice. Il doit y avoir justice de transition, ce qui n'a pas eu lieu. Dans une révolution, on réécrit l'histoire, ce qui n'a pas été le cas. Une révolution doit donner naissance à une œuvre. Il n'y a pas eu une œuvre. Elle doit être, vous l'avez dit tout à l'heure, elle doit être dite dans sa langue. Et elle n'a pas été dite, selon vous, dans sa langue. Et en plus, à partir de 2014, après les élections législatives et
et présidentielle, il y a eu ce que vous appelez le retour des fantômes. Hein, ils sont revenus. Et vous citez souvent, en parlant de révolution, vous citez Castoriadis, qui dit que la révolution est un processus d'auto-institution et d'auto-transformation. Et donc voilà, c'est quoi une révolution pour Saad al-Mansouri? Juste une nuance importante, réécrire l'histoire, ce n'est pas dans le sens d'un élan révisionniste ou négationniste ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Non, non. Je sais pertinemment le danger à entrer dans une telle perspective. Qu'est-ce qu'une révolution? Eh ben, je pense que sans partir dans un élan de l'intellectuel qui pense, qui théorise, qui conceptualise, je trouve que les mots de Castoriadis, philosophe grec contemporain, sont assez pertinents. Castoriadis, quand il dit ça, quand il écrit ça, il pense bien évidemment au modèle grec. Il pense à Athènes. Athènes, cette cité minuscule, a inventé la démocratie, une réelle démocratie. On peut lui reprocher ce qu'on veut, une démocratie qui exclut les femmes, une démocratie qui utilise énormément d'esclaves, une démocratie qui exclut les métèques, même si de temps en temps ils participent à la guerre. Et donc, lui, il a compris que cette démocratie est advenue parce qu'à un moment donné, on s'est mis d'accord, on a adhéré à un consensus d'auto-institution et d'auto-transformation. C'est-à-dire, on se dit, on est d'accord euh, pour essayer un nouveau régime politique, c'est-à-dire la démocratie, qui permet aux citoyens véritablement d'être des souverains, Donc, pour répondre directement à votre question, une révolution, elle devient une révolution quand on constate, des faits. En Tunisie, on a changé une élite par une autre. En fait, c'est sans avoir inventé. Qu'est-ce qu'on a inventé? On a mis 4 ans pour écrire une constitution qui est pratiquement la copie de la première. Et on attaque dans cette constitution par la question identitaire. C'est brillantissime. On se pose encore la question de qui sommes-nous? Ah ben, continuez de vous poser les questions. Et donc, bah oui, une révolution, ça devient aussi par la pensée. J'estime que ce livre n'est pas un livre de circonstances. C'est pas où j'avais dit non à toutes les sollicitations d'emblée, parce qu'on ne peut pas écrire sous la contrainte. Et surtout, on ne peut pas écrire, on ne peut pas créer quand on sent qu'on est flatté quotidiennement. Bon, la révolution des jasmins, le printemps arabe, mais non. Donc, à un moment donné, on revient, on a le pied sur terre, et puis on observe les choses. Alors, vous avez posé la question sur Bourguiba. Oui, mais moi, je ne suis pas en train de démolir les statuts, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Apparemment, c'est un truc à la mode, moi, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, les statuts, ça me parle. Donc, ça me parle. Bourguiba, je lui reconnais une chose, c'est l'école. C'est quand même ce qui est fondamental. C'est quelque chose qui restera gravé à jamais. Moi, si je suis là à vous parler, c'est parce qu'à un moment donné, même dans la Beauce, on envoyait des gamins de 6 ans à l'école, c'est tout. Pour le reste... On va y revenir parce que je pense que ça mérite d'être débattu, hein, le chapitre sur Bourguiba. Mais avant de
parler de Bourguiba, il y a la notion de peuple. Et ça, c'est très important parce que vous parlez du peuple qui est absent. Vous dites que le peuple est éternel, qu'il est universel. Et ça m'a rappelé un très bel article qui a été publié en 2012, je crois, par Hicham Abdessamad, Le peuple et ses masques. Chacun a son peuple, hein. Chacun invente son peuple. Donc, quand je vous lis, finalement, vous parlez de marginaux, de déclassés, vous parlez des paysans qui travaillent dans les champs, souvent hein, quand vous évoquez le peuple. Et alors, moi, je pose la question, est-ce que le peuple dont vous parlez, ce ne serait pas les subalternes dont parle Gramsci, hein, les dominés finalement? Écoutez, moi, sincèrement, là, je vous réponds sincèrement, je ne suis pas, comment vous dire, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis c'est chouette d'être artisan, d'écrire. Je ne suis pas un intellectuel au sens dreyfusard du terme. Je ne suis pas un conseiller du prince, je ne suis pas le peuple, oui, le peuple est universel, le peuple est éternel. En revanche, le philosophe, non. Le peuple, c'est simple. Dit comme ça, c'est prétentieux. Mosaïque d'individus, de femmes, d'hommes, constituant une communauté faite des citoyens et d'étrangers, sur lequel on exerce le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire, le pouvoir policier, le pouvoir économique, et sur lequel aussi on exerce la parole. Parce que le pouvoir a aussi ce privilège de posséder la parole. La parole obéit. Voilà ma définition du peuple. En revanche, ces catégories dont vous évoquez, c'est vrai que ce sont des catégories qui me parlent. À moi, enfant du peuple, enfant, si vous voulez, d'origine modeste, venant du nord-ouest de la Tunisie, de Nefza. Et donc, ce peuple-là m'a donné à vivre, il est vrai. Aujourd'hui, il me donne à penser, et c'est chouette. D'accord. Pour l'histoire maintenant, vous parlez beaucoup de l'histoire. Vous aimez, vous dites que l'historien est un témoin, et d'ailleurs, c'est comme si vous interpelliez les autres historiens qui devraient témoigner, qui devraient prendre position par rapport à l'actualité, ne pas se confiner uniquement dans le rôle classique de l'historien. Et vous dites que l'histoire, c'est un tapis qu'on déroule, c'est un pont jeté entre le présent et le passé. Et vous nous citez cette réflexion, cette très belle réflexion de Dostoïevski, quand il dit, après avoir lu Hegel, l'histoire ne révèle sa propre essence qu'à ceux qu'elle a au préalable exclus d'elle-même. Et vous semblez dire que Dostoïevski parle du peuple, des marginalisés, des gens qui sont en dehors de l'histoire. Alors que peut-être il y a une autre lecture, je pense, qui est la lecture classique, finalement, c'est les nations qui sont en retard, qui comprennent mieux l'histoire que les nations qui sont en avance. Et ça me rappelle quelques passages lumineux de Ardan al-Aoui, justement, cette conscience de retard historique qui apparaît chez les jeunes Allemands de la moitié du XIXe siècle, et puis qui va justement vers les Russes, vers Dostoïevski, entre autres, puis vers les Arabes. Donc, quelle est votre interprétation de cette phrase? Alors, je vais commencer par, c'est pas une blague, hein, je pense que l'historien est l'être le mieux placé pour oublier, voire parfois pour trahir le passé. Ça, c'est dit. Après, cette phrase de Dostoïevski, elle est merveilleuse. En fait, Dostoïevski, nous sommes au milieu du 19e, je crois que c'est 1858. Il est dans un camp en Sibérie
et il se lie d'amitié avec le gardien de l'endroit, qui est d'origine allemande. Et donc, ce militaire gradé lui fait venir des livres. Et parmi les livres qu'il lui fait venir, c'est Les sons de la philosophie d'histoire de Hegel. Donc, Dostoïevski lit le livre, et c'est marrant parce que j'ai trouvé cette citation de Dostoïevski en lisant un auteur hongrois. Et le livre s'appelle Dostoïevski lit Hegel et fond en larmes. C'est un petit texte assez court, assez beau, publié chez Actes Sud. Et en fait, pourquoi ils font en larmes? Enfin, ils ne font pas en larmes, en fait. Ils sortent vraiment la faucheuse. Cette phrase détruit, déconstruit, si vous voulez, pas tout Hegel, mais en tout cas, c'est le son de la philosophie de l'histoire. On peut dire qu'un Africain qui lit Hegel aussi peut fondre en larmes. Voilà, aussi. Parce que il y a quoi? Il y a le nombril du monde, le centre du monde, de la modernité, de l'univers, et puis il y a la marge, arriérée, en retard, où l'histoire ne s'accélère pas encore, où on fait la distance à dos d'âne au lieu de prendre le train. Il y a cette Sibérie. Et puis il y a cette Russie lointaine aussi, cet Orient lointain, qui est à la fois proche et loin de l'Europe. Et donc, la phrase de Dostoïevski, il la prononce, je pense, parce qu'il est vexé, en fait. Pourquoi pourquoi son immense pays est traité comme ça? Et il y a cette phrase, pour rester dans l'histoire, il y a cette phrase qui me fait écouter une autre phrase aussi, que Pierre Védanaké, le regretté Pierre Védanaké, aimait citer dans ses livres. C'est une phrase de Chateaubriand dans laquelle il dit l'historien, c'est la mission de l'historien. L'historien est chargé de la vengeance des peuples. Le problème, cet historien chargé de la vengeance des peuples, pour l'instant, je ne l'ai pas croisé. C'est très difficile à dire. Après, je ne sais pas si on s'éloigne, on reste dans le... Mais bon, finalement, moi, je pense que le chapitre qui traite le plus la confrontation, c'est le chapitre sur l'Occitane. Vous n'êtes pas là pour démolir des statuts, c'est bien, pour ne pas révisionnisme, c'est clair, mais le chapitre sur Bolivie, vous insistez, vous voulez défaire le mythe, c'est louable, c'est légitime, et vous axez sur certains Insidious, assassinat, Bizet, la guerre de Bizet, la présidence alliée en 75 et bon, vous dites ce qui m'intéresse, c'est comment il a gouverné. C'est pas ce qu'il a fait d'autre, mais comment il a gouverné. Donc on voit plutôt un motif cynique et ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce chapitre, c'est que vous appréhendez Bolivie à la lumière de Nasr, de Jamal Abdel Nasr. Et là, sincèrement, je pense que il y a un problème parce que je pense que vous, je ne sais pas si on peut dire, vous magnifiez un peu la figure de Nasr. D'ailleurs, à un certain moment, vous dites, vous parlez de l'Égypte après 2013, hein, vous dites que en Égypte maintenant c'est Sisi qui gouverne, hein, c'est un maréchal détestant les frères musulmans. Hein. J'ai envie de vous dire que non, c'est également un militaire qui détestait les frères musulmans et il en a exécuté quelques-uns. Et même chose pour Salah Younous, que vous présentez comme un mince tunisien qui serait socialiste. Et là aussi, j'ai envie de poser la question, et Bolivie, on peut dire
était socialiste également. Hein. Et vous dites que Salah Bélios représente le peuple de l'intérieur du pays. Donc là aussi, je me pose une question. Est-ce que Bélios était soutenu par on a représenté l'intérieur du pays ou on a plutôt les milieux de Zitouna, les grands propriétaires fonciers et les tribus du Sud hein. Et donc voilà, je vous interpelle là-dessus. Ah oui, mais là vous dites beaucoup de choses parce que, et que je dois rectifier d'ailleurs, je, 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 je ne suis pas fasciné par Jamal Abdel Nasser. À un moment donné, je fais l'éloge de Jamal Abdel Nasser. Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, ce qui est écrit clairement dans le livre, c'est que même la notion de panarabisme n'est pas une notion arabe. Et c'est important, ça de le dire. Et donc, oui. Voilà, c'est la phrase qui m'a interpellé. Ouais. À un certain moment, vous parlez de. Vous avez cité Camus qui a parlé de l'histoire de la Tunisie. Oui, mais ça, c'est autre chose. Oui, ouais. Vous dites Nasser n'est pas l'homme de Montréal, n'est pas l'homme de Camus, ni de Pierre Mendès France. Vous dites, bah, c'est l'homme de tout le monde. Donc, voilà, oui, mais non, mais en fait, parce qu'à un moment donné, j'exprime les choses du point de vue de Bourguiba. À un moment donné, Bourguiba arrive dans un contexte où il y a une autre figure qui serait beaucoup plus imposante. La figure de Nasser, la figure de Nasser sur le RSS, aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a des blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et Bourguiba arrive dans ce contexte-là. Et donc, je parle de son point de vue. À un moment donné, il s'est posé la question comment je peux me situer par rapport à ça, par rapport à cette figure hégémonique, c'est tout. Moi, je ne dis pas que ce qui est important aussi, le plus important, je pense que c'est même pas Nasser, c'est le fait que deux notions comme le panarabisme et le panislamisme, qui ne sont pas deux notions arabes. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le livre. C'est ça qui est intéressant. Au-delà, pour moi, la figure de Nasser, la figure de Bourguiba sont des figures passagères. Passagères qui n'ont pas contribué, si vous voulez, à l'œuvre politique et à l'œuvre de l'esprit. Il faut le savoir, ça. Le panislamisme et le panarabisme sont deux notions forgées très loin de ce qu'on peut appeler par facilité conceptuelle le monde arabe. Et sur Salah Bélios, est-ce qu'il incarnait vraiment une figure qui aurait représenté si on comme vous le dites d'ailleurs, vous dites qu'il y a cette élite de l'Est qui gouverne depuis les années 50. Et si on regarde la Tunisie comme une opposition entre le littoral et l'intérieur, est-ce que vraiment Salah Bélios incarné? Mais incarner, le pauvre, il n'a pas eu le temps d'incarner quoi que ce soit. Mais, il n'a pas eu le temps. Et puis pour vous répondre directement, on ne peut pas déconstruire les mythes. Un mythe, ça reste un mythe. Et c'est pour ça qu'un mythe, ça fait toujours rêver. Mais il y a eu une tentative en Tunisie de réécrire l'histoire. Je ne sais pas si vous avez sûrement suivi tous les débats qui ont été suscités par le travail de l'instance de la vérité et de la dignité. Et ce que j'ai remarqué, je ne suis pas historien, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la grande majorité des historiens tunisiens se sont opposés à cette vision de l'histoire qui a été proposée à cette relecture. Qu'en pensez-vous? Alors,
À l'instant même où on commence à politiser le passé, l'histoire, à l'instant même où on commence à politiser la religion, à l'instant même où on commence à politiser la langue, tout nous échappe. Bon, il y a, il y a quelque chose de très, très beau que vous dites, c'est vous cherchez quelqu'un qui aime le peuple. Hein, et vous dites qu'il n'est pas trop, on ne le trouve pas. Bon, moi, ça m'a interpellé parce que voilà, je vais parler encore une fois de Gramsci. Gramsci, dans ses écrits, dit un homme politique, un homme d'État, doit aimer le peuple qui souffre pour être un bon homme d'État. Et vous dites à un certain moment aussi cette phrase très intéressante qu'il faut remettre le peuple dans l'histoire. Il faut le mettre au centre de l'histoire. Et là aussi, hum, j'ai pensé à tout un courant dans chez les histoires, parmi les historiens, les tenants de l'histoire populaire. Est-ce que vous pensez un peu à ça? Est-ce que remettre le peuple au centre de l'histoire, ce n'est pas écrire une histoire populaire comme on l'a fait par exemple pour les États-Unis ou pour d'autres pays? Est-ce que ça a été fait en Tunisie? Voilà, c'est un programme, un projet à promouvoir. Alors, il y a deux choses différentes en fait. Il y a qui, dont la distance pourrait paraître infranchissable, remettre le peuple au centre de la politique, de l'exercice du pouvoir, et remettre le peuple au sens de l'histoire. C'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce qu'en lisant la presse tout à l'heure, j'ai appris que l'actuel président essaye de trouver une lecture qui peut lui paraître salutaire des taux de participation au second tour des législatives. C'est à la fois assez malin et assez pathétique, parce que, selon lui, le taux de participation assez faible montre très bien que les Tunisiens ne veulent plus d'un Parlement, ne veulent plus de la Chambre des représentants du peuple. Mais je crois il voit très court. En fait, c'est une manière de réinterpréter les vertus de la démocratie. Enfin bref. Ce ne sera pas la démocratie, c'est un mot incroyable. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à une pièce de théâtre athénienne d'Aristophane qui s'appelle Les Cavaliers. Les Cavaliers, dans lequel il était question de comment gouverner le peuple. Et donc, un des personnages, je crois qu'il est. Un des personnages dit il suffit de parler comme le peuple, il suffit d'être vulgaire comme le peuple. C'est une comédie. Hein. Euh, et donc, j'ai perdu le fil. Hein. On parlait de comment remettre le peuple vous dites, au centre de la politique. Ouais, Oui. au centre de l'histoire qui est une autre chose. C'est toujours, en fait, c'est la question coriace. En fait, la question coriace, depuis que l'homme est devenu un animal politique, appelé à vivre en société, obéissant à des lois et partagé avec ses semblables. En fait, voilà, la question, elle est là. La question, elle est là. Je suis, je suis persuadé, je suis convaincu, parce que j'ai quand même une haute opinion de l'exercice du pouvoir de la politique. Je pense qu'il faut avoir une haute opinion du pays qu'on gouverne. Il faut avoir une haute opinion du peuple qu'on gouverne.
Oui. Bon, je terminerai par quelque chose qui m'a interpellé. Vous faites l'éloge de l'archaïsme. Hein. Vous dites que Ibn Khaldoun était un archaïque. Et que Qaïs Saïd, quelque part, non? Là, vous faites l'éloge de la lenteur. De la lenteur de Qaïs Saïd. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah non, non, je fais pas, encore une fois, bah, pas du tout. Je fais pas l'éloge de Khaïs, mais il faut pas. Oui, mais la lenteur dont je parle, je pense qu'il ne la connaît pas. L'archaïsme, c'est pas dans le sens où. Enfin, l'archaïsme, là, encore une fois, allez, je vais revenir encore au grec, zut, c'est pas grave. C'est dans le sens du commencement. Du commencement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi aller vite, hein? Pourquoi aller vite? Pourquoi aller vite? Alors qu'on peut marcher. Euh, Pourquoi aller vite, hein? À quoi aller vite? Je sais pas. Marcher. Moi aussi. Bon, voilà, on donne la parole à la salle. Je vais juste réagir à votre échange, vu que je n'ai pas lu le livre. Franchement, je ne risque pas de le lire à moins dans une bibliothèque, c'est pas 99, c'est quelque chose. En fait, je voulais réagir par rapport à ce que j'ai bien compris, mais par rapport au fait de dire que finalement, il n'y a pas eu de révolution, parce que ça ne se ressent pas dans notre pratique, dans le politique au sens communautaire, que nous vivons dans la cité tous ensemble. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord. Il faudrait que je dise, encore une fois, peut-être que j'ai mal compris. Parce que par exemple, dans la pratique d'enseignant, ça a beaucoup changé depuis 2011. Je suis enseignante de littérature et d'analyse clinique. Et mes étudiants, les premières années après 2011, ont commencé à remettre en question même ce qu'ils étudiaient. Je me rappelle en 2012 à la Manouve, un étudiant qui me disait mais à quoi ça va me servir aujourd'hui pour comprendre en compte aujourd'hui de lire Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Je préfère lire quelque chose qui reste en compte qui se passe aujourd'hui. Ça a vraiment changé notre aussi, approche de la recherche. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur le contemporain. On travaille beaucoup plus entre nous. L'interdisciplinarité, par exemple, entre littérature et histoire, on a élaboré des séminaires ensemble, on a vraiment travaillé ensemble. Et pour moi, il se passe vraiment quelque chose. Hein, je le dis de manière, vous parliez de témoignage, vous avez parlé du genre, je trouvais la question très intéressante. Est-ce NSC ou bien un témoignage? C'est les deux, parce qu'aujourd'hui, on n'écrit plus l'histoire comme on l'écrivait avant. Je pense à Prat Benden, qui, entre autres, qui a dit qu'elle a commencé un blog après 2011, parce que c'était suggéré par l'une de ses étudiantes. Hein, voilà. Et je pense aussi au cinéma, le peuple au centre, même si j'aime pas trop le mot peuple, parce que le mot qui est le peuple. Il y a des peuples, voilà. Je vais dire, par rapport au cinéma, par exemple, si vous avez un peu suivi des documentaires post-2011, par exemple, quelqu'un comme les athlètes ou comme Franz Aaron, le peuple est vraiment au centre, il est représenté dans ces documentaires-là et représenté. C'est très fort parce qu'on le voit justement à l'image, on entend sa voix et le cinéma, la pensée du cinéma est là. Et pour moi, c'est inestimable. Pour moi, il s'est passé vraiment quelque chose. Ben, vous faites bien de
de faire ce pas de côté, ce qui me permet de dire, je parle de ça en fait, de cette ouverture sur le plan intellectuel des œuvres de l'esprit. Il y a bien évidemment, on ne peut pas nier justement ce nouvel élan intellectuel. D'ailleurs, je l'écris, enfin c'est écrit dans le livre que même la rue tunisienne et l'espace public tunisien devient une espèce d'agora à ciel ouvert. Ça, c'est écrit, hein, donc là, je ne suis pas dans la négation. Quant au livre, j'espère que ça va se faire. Mon éditeur l'a proposé. Il y aura peut-être, j'espère bien, une édition tunisienne. Et moi, ça me toucherait si jamais ça se fait. C'est-à-dire même un étudiant pourrait acquérir le livre et le lire. J'espère bien. Voilà. Bonjour monsieur, je suis Lise Romboudoul, je suis française. On est là avec une délégation en visite et en stage à l'ambassade de France à Tunis et on est une petite dizaine, là, on vient tous de Paris pour quelques jours. On a ce grand honneur de vous entendre parler de votre livre que j'ai fort envie d'acheter d'ailleurs. Vous donnez une attention particulière aux mots, aux noms. Cette révolution, il se trouve qu'on lui a donné des noms. On l'a appelée la révolution de Jasmin, on l'a appelée printemps arabe, et puis après on a dit que c'était l'hiver islamiste. Ce sont des mots, M-O-T-S, mais est-ce qu'avec votre lecture, 12 ans après, ces mots M-O-T-S correspondent à des mots M-A-U-X? Et comment voyez-vous la réalité actuelle? Il y a un autre nom qui résonne encore aujourd'hui, c'est Bouazizi. Ce marchand qui s'est immolé par le feu et qui a déclenché ce qu'on a appelé la révolution. Son histoire, elle racontait quoi? Elle racontait la fracture entre le nord et le sud. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé, d'après ce que je crois comprendre, d'après tout ce qu'on nous raconte depuis 2 jours ici à Tunis. Comment vous percevez cette évolution et est-ce que vous avez encore un espoir? Ah, les mots. M-E-T-S, M-A-U-X. Comment dire, c'est une sacrée question. Les mots à la hauteur des mots. Je constate, hein, je constate, je remarque, j'écoute, je lis. On ne peut pas nier la gravité de la situation actuelle, sociale, économique. Après, je regarde ça de loin, hein, parce que je ne vis pas quotidiennement ici. Et de l'espoir, oui, puisque de l'espoir, enfin, c'est pas de l'espoir, l'espoir infondé. Par expérience, dans l'histoire des expériences humaines, politiques, on peut pas tomber plus bas. On peut pas, à un moment donné, je pense que l'histoire est à vivre encore. Parce que on peut pas faire une rupture radicale en si peu de temps. Ça s'apprend tout ça. Vraiment, ça s'apprend. Il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage de la vie ensemble. Je suis à la fois lucide et parce que
les expériences humaines qui nous enseignent ça. Bah, et puis, le peuple, à force d'être trahi, bah, il va peut-être bouger encore une fois. Il va peut-être bouger encore une fois. On va peut-être se poser la question aussi sur pourquoi la jeunesse tunisienne, les collégiens, les lycéens n'ont qu'un seul, n'ont qu'une seule idée en tête, fuir, se barrer. Enfin, pardonnez-moi les mots vulgaires. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Euh, un vrai problème parce que le, le destin d'un pays se construit aussi par sa jeunesse. Et l'autre problème aussi, c'est l'état de l'enseignement. L'état de l'enseignement. On ne peut rien bâtir euh, sur un. Je dis les choses clairement, c'est un enseignement médiocre. On ne peut pas bâtir avec un système scolaire qui fabrique des déserteurs, des, une jeunesse qui ne rêve d'une chose. Voilà, encore une fois, c'est très compliqué. Après, le temps de constater ces problèmes et de les régler, le temps de gouverner et de trouver des solutions, c'est pas évident de trouver un équilibre. Après, je suis pas, encore une fois, je suis pas un politique. Euh, je vois les choses avec une certaine distance. Bonsoir, Louis Racine, je travaille à l'ambassade. J'avais une question. Vous allez bientôt, je crois, dès demain, faire une tournée en Tunisie, notamment dans votre ville natale, Nefsa, auprès des... Et vous allez rencontrer justement des jeunes, des lycéens, des collégiens, dans le cadre du prix Goncourt, du prix Goncourt prix de la Tunisie. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres et justement de cet échange dans ce système éducatif qui est, comme vous l'avez décrit, un peu sinistré? Merci. Alors, si je tombe d'accord avec eux, après les avoir écoutés sur un choix de cœur, ça va être la tournée a réussi. Parce qu'à un moment donné, j'espère qu'on va trouver un terrain d'entente, une espèce de filiation littéraire, des goûts communs quand même. Parce que moi, je suis passé par là aussi. J'ai fait mes études en Tunisie jusqu'à ma maîtrise. Je pense que oui, les lycéens quand même sont. Je trouve que ça va être intéressant parce que je pense que de dialoguer avec eux, les écouter, je dirais même c'est plus délicieux que de dialoguer avec nos dames et messieurs de l'Académie Goncourt. Voilà. Bonsoir. Je veux revenir sur le titre de votre livre, Importance sans le peuple. Cette évocation du peuple, maintenant, il y a encore des expressions qui disent encore dans le monde, un populisme sans le peuple. Je veux savoir quelles sont, selon vous, les raisons de l'exclusion du peuple. Est-ce que le peuple fait son auto-exclusion de la vie politique et sociale, ou l'élite le fait exclure du cercle de décision ou du cercle du pouvoir? Et merci. Alors, le populisme, je me méfie des mots bricolés. Je n'aime absolument. Alors là, pas du tout. Le suffixe dans la langue française, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment d'une laideur à l'oreille.
et le suffixe a vocation à ce vice de détruire, de piétiner le mot qu'il porte. Le peuple, le pauvre peuple, c'est très compliqué de satisfaire tout le monde. Alors, pour la Tunisie, on n'est pas nombreux, hein, mais on n'est pas nombreux, mais c'est toujours la même histoire, franchement. Est-ce que je gouverne ce pays pour servir les miens ou pas? Pas le sens servir dans le sens de partager un gâteau, non, servir parce que j'ai une haute opinion du pays que je gouverne, parce que j'ai une haute opinion des miens. C'est tout simple, c'est simple ça. J'estime qu'on ne gouverne pas pour se servir, pour voilà. C'est juste ce que je dis. Enfin, mais pour moi, je conçois l'exercice du pouvoir ainsi. Je suis Alia Mabrouk et je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce qu'un peuple? Est-ce que c'est par tranche d'âge? Est-ce que c'est par catégorie? Est-ce que c'est par... c'est quoi un peuple? Je crois que je l'ai dit. Le peuple, c'est je parlais des nourrissons tout à l'heure. Oui, bien sûr, oui. Le peuple, c'est pas... le peuple, c'est l'ensemble des citoyennes et des citoyens, des étrangers qui constituent une communauté nationale, enfin, entre guillemets, qui constituent Est-ce que la voix est la même dans toutes les tranches de la population, chez les jeunes, chez les vieux? Ils ont la même voix. Pour moi, sincèrement, pour moi, dans un monde rêvé, dans un exercice du pouvoir à l'ancienne, oui, je considère que ils ont la même voix parce que il faut s'occuper de tout le monde. Il faut s'occuper. Oui, parce que de toute façon, le peuple veut. Le peuple tunisien, il veut quoi? Sincèrement, il veut quoi? Il veut quoi? Il veut une école digne, à hauteur de cette jeunesse, d'accord? À hauteur d'intelligence de cette jeunesse. Le peuple veut quoi? Un hôpital digne, un accès à la santé digne. C'est quand même, on a quand même une tradition de médecine ici, quand même. Ibn al-Jazzar, donc c'est à côté. C'est au Moyen-Âge. Le peuple veut quoi? Ben, oui, voilà. Et on revient aux fondamentaux. Donc, le peuple veut même une baguette qui a un goût, pour parler terre à terre. Hein, pour parler terre à terre, c'est quand même... Et pourquoi on mangerait une farine infecte? Merci. Bonsoir, Habib Zorbi, libraire. Donc, ma question est la suivante, c'est que si Gilles Deleuze donc, définit le métier de philosophe, créateur de concepts, vous avez évoqué, donc, en parlant de Nasser et de Bourguiba, un concept, le pan-islamique. Donc, est-ce que ce concept, il est emprunté donc, pour une composition, pour qu'il devienne donc, non simple, donc c'est ça, c'est l'environnement donc, de la politique arabe, quoi. Vous avez cité donc peuple arabe, n'est pas, il n'y a pas de concept pour développer l'état des lieux et pour donc concevoir
l'environnement politique tunisien en premier lieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou non. Oui, j'ai compris, mais je vais vous répondre avec la voix de Ben Khaldoun. Il a vraiment cette phrase, c'est même pas une phrase, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. L'injustice ravage l'édifice, l'injustice ravage la cité. Après, encore une fois, plus le temps passe, plus je me méfie de la pensée. Parce que parfois, la pensée tue tout ce qu'elle touche. Et c'est une phrase, j'emprunte cette phrase à Julien Gracq, dans Mots de vie. Ce n'est vraiment pas évident, c'est pas donné à tout le monde de penser à hauteur de l'humanité, penser à hauteur du réel. C'est pas évident. Après, encore une fois. Bon, merci à l'auteur, hein, et merci à vous tous pour ce beau débat. À un prochain débat.